Eh bien, bonjour, bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire. Disponible en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression parle de Cameroun-France, le Social Democratic Front et le RDPC dénonce. C'est le titre proposé par le journal. Jean-Robert Wafo, le ministre du chef de cabinet du Social Democratic Front chargé de l'information, et Peter William Manjo, député RDPC d'Umbami Noubou, trouvent chacun, selon son entendement, que Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et notamment des Affaires étrangères, joue un double jeu et en fume d'ailleurs les Camerounais lorsqu'il parle de la résolution de la crise anglophone. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal, la page 4 et la page 5. Le même journal parle de Parlement, le règne des vieillards, c'est le titre proposé par le journal. Kavaye Guédibril, on prend les mêmes et on recommence. Et une fois réélu, le président de l'Assemblée nationale a oublié le déroulé habituel des élections au sein donc du bureau. Une gaffe rattrapée par son entourage. C'est ce qu'on lit en page 8. Et également ce matin, on a parlé également de Covid-19 avec notamment une solution ignorée. Le Cameroun peut se vanter de compter sur sa pharmacopée traditionnelle et sur une technologie innovante de l'un de ses fils. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le même numéro. Le journal Émergence, pour sa part, parle d'Assemblée nationale, Sénat, toujours les mêmes, le titre proposé par le journal. Et on découvre également d'autres sujets aussi dans le même numéro. On parle de la dette ou des dettes. Alors, le Cameroun négocie une nouvelle suspension des remboursements envers la France. C'est ce qu'on lit également dans le journal Émergence ce matin. Et puis le Messager, pour sa part, parle d'Ignat et Kavaye Guédibril reconduit. Alors, le diktat donc de l'immobilisme, c'est le titre proposé par le journal Le Messager. Le Messager fait savoir que tous deux, donc Croulan, le président du Sénat et notamment son acolyte de l'Assemblée nationale, ont été réélus hier pour un énième mandat à la tête des deux chambres du Parlement. C'est en page 3 du journal en kiosque ce matin. Le journal parle également de l'exploitation du bois, la mafia des agents du MILFOP, donc éventrés. C'est à découvrir dans le journal également en page 7 précisément. Je vous invite à lire l'article aussi ce matin dans le quotidien Le Messager. Mutation pour sa part, parle de l'université de Yaoundé 1. 400 ordinateurs de Paul Biya introuvables, c'est ce que propose le journal, mais tout en expliquant que le recteur dépose donc une plainte au secrétariat d'État à la Défense. Le président ou la présidente de l'association des étudiants de la fac Sciences et son vice-président placés en garde à vue, puis libérés quelque temps après. C'est ce que le journal nous apprend ce matin en page 5. Vous aurez l'occasion de lire aussi cet article où le traitement de ces sujets. Discours haineux, la commission Moussongue se déploie. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Je vous invite à lire aussi. L'autre journal disponible en close, c'est L'Œil du Sahel qui parle du tribunal administratif de Yaoundé. La justice déboute le frère aîné du président Déby. C'est ce qu'on découvre dans le journal en kiosque ce matin. Le même journal parle aussi du Parlement. Niat et Kavaye et Guédibril rempile, c'est le titre proposé également avec des explications que je vous invite à découvrir en page 6 du numéro ce matin. Le journal parle également de l'environnement, donc l'écotourisme menacé dans le Grand Nord. C'est ce que le journal nous propose en page 7 et de L'Œil du Sahel ce matin. Le quotidien Le Jour parle des liens indomptables. Pourquoi Choupo-Moting n'est pas là? C'est la question que se pose le journal et il y avait quelques explications. Donc une nouvelle liste de joueurs convoqués pour les prochains rendez-vous de l'équipe nationale a d'ailleurs été publié. C'est à lire en page 11 du journal ce matin. Parlement, encore eux, c'est ce que dit le journal Le Jour et également d'autres informations contenues dans le numéro en kiosque ce matin également. Le journal L'économie s'intéresse à l'actualité et parle aussi donc de transfert des fonds vers l'Afrique. La Covid-19 impacte donc le secteur et c'est ce que le journal nous apprend d'ailleurs ce matin selon notamment la Banque africaine de développement. Les envois de la diaspora sont donc en baisse depuis l'avènement de la pandémie. C'est ce que le journal propose. Je vous invite à lire la suite en page 3. Disponible en kiosque ce matin également. On parle aussi des services électriques avec notamment le réseau national mis à mal par les feux de brousse. On constate justement qu'il y a des délestage dans plusieurs localités, notamment dans l'arrière-pays, à cause notamment de ces feux de brousse qui brûlent les poteaux également. C'est
cette autre actualité proposée dans le journal disponible en kiosque ce matin, c'est notamment l'économie en kiosque aussi. Alors, avec nos invités déjà disponibles sur ce plateau, bonjour Georges Sémé, bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à nos sympathiques téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Et je tiens à rendre hommage à nos nombreux fans qui n'arrêtent pas de nous envoyer les encouragements. Ils les envoient parfois par message, mais quand ils nous rencontrent aussi dans la rue, ils nous font comprendre que nous faisons très bien notre travail. Et alors, c'est l'occasion pour moi de leur rendre hommage. Chez nous, en Afrique, on dit c'est le travail qui paye. Bonjour Kaminele. Bonjour Flavien Valonongo, bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est le travail qui paye. Et il y en a qui se sont vus récompensés hier, notamment dans la police, avec ici à Douala, notamment le commissaire Glédé Bredo, qui était le chef de la division de la police judiciaire du littoral, qui a été propulsé directeur de la police judiciaire. Bon, on a vu aussi, bien entendu, du très hyperactif commissaire Méfiri du GMI qui se retrouve commissaire de sécurité publique de Bon Appétit Télé. Il y en a aussi un qui est content, c'est le commissaire. En tout cas, il y a eu un véritable chamboulement. Le commissaire divisionnaire, on le constate dans la police. À la PJ de Bafoussam qui est resté en place. Donc, un grand bonjour à tous ces policiers qui sont en train de fêter ce matin. Oui, c'est pour le bon travail également. Alors, merci. Et là, on s'intéresse à ce que la presse nous propose ce matin, la nouvelle expression qui s'intéresse à la France, ou alors le Cameroun et la France, le RSDF et notamment le RDPC qui dénonce. On le voit d'ailleurs, c'est le titre proposé par le journal pour dire que Jean-Yves Le Drian encore fait ça. Alors, la nouvelle expression présente aujourd'hui trois visages. Le premier visage, c'est celui de Jean-Robert Wafo, qui est le ministre de la Communication du gouvernement fantôme du SDF. Il y a également le député du Mabindoubou, Peter William Mandjo, mais au milieu de ces deux Camerounais, il y a un Français, notamment Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères de la France. Alors, pourquoi Jean-Yves Le Drian se retrouve entre ces deux hommes politiques du Cameroun? Tout simplement parce qu'il a répondu à une lettre qui lui a été envoyée par un député français sur la situation des droits de l'homme au Cameroun en rapport avec la crise anglophone. Le député, en l'occurrence, c'est Sébastien Nadeau, qui est également membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, qui s'inquiétait effectivement sur certains actes de violation des droits de l'homme au Cameroun, en rapport, comme je le disais, avec la crise anglophone. Jean-Yves Le Drian lui adressait donc cette réponse dans laquelle il disait d'abord qu'il suivait la France, suivait de façon très régulière la situation des droits de l'homme au Cameroun et qu'en son temps, ils ont condamné et attiré l'attention des pouvoirs publics camerounais sur certaines violations des droits de l'homme, toujours en rapport avec la crise anglophone. Mais dans la même lettre, il attire l'attention également de ce député qu'il a tout le temps dit aux autorités camerounaises d'organiser un dialogue inclusif en incluant l'opposition. Dans la même lettre également, il dit soutenir les efforts du pouvoir de l'État du Cameroun en faveur du statut spécial sous lequel est, mais également il soutient l'œuvre de la décentralisation pour laquelle la France apporte des soutien d'ailleurs le Cameroun. Donc, les hommes politiques camerounais estiment donc que M. Le Drian joue à un double jeu. Parce que il souffre le chaud et le froid. Un temps, il dit qu'il faut un dialogue inclusif avec l'opposition. Et un autre temps, il dit qu'il soutient l'État du Cameroun qui a engagé certaines réformes dans le cadre de la crise anglophone. Peter William Mandjo, l'honorable Peter William Mandjo dit que le député, le ministre des Affaires étrangères est de mauvaise foi plutôt. Donc, c'est un petit groupé d'un député du RDPC et d'un ministre fantôme du shadow cabinet du SDF contre le ministre des Affaires étrangères français en disant qu'il ne met pas le doigt sur le véritable problème. Tout à l'heure, j'ai rencontré Jean-Robert Wafo qui me dit effectivement qu'il appréciait à sa juste valeur la sortie du ministre des Affaires étrangères français, mais qu'il confirmait qu'il s'agissait effectivement d'un double jeu. Parce que lorsqu'il faut prendre le grand dialogue national, Jean-Robert Wafo pense que effectivement l'opposition était représentée au grand dialogue national, sauf un qu'il a appelé entre guillemets le soliste, suivez mon regard, que l'opposition était bien évidemment bien représentée au grand dialogue national et que la décentralisation et les statuts spéciaux, même si c'est engagé par l'État du Cameroun,
n'est pas aux attentes de l'opposition. Donc c'est la raison pour laquelle ces deux hommes politiques estiment que le ministre français est de mauvaise foi. Ce sont les avis des hommes politiques, on le voit bien dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, relayé bien entendu par la Nouvelle Expression. C'est tout un dossier que propose le journal. On constate justement ce sont des avis qui essaient d'expliquer ou d'exprimer le climat qui règne en ce moment au Cameroun. Ce sont des lectures croisées, parce que d'un côté il y a M. Jean-Robert Wafo qui non seulement a pris acte de cette lettre, mais se délecte du fait que le débat national, que M. Jean-Yves Le Drian estime que le grand dialogue national a été un échec, parce qu'il y a des gens que ça n'a pas été mené jusqu'au bout, et que ce qui est important, c'est ce fameux grand dialogue inclusif, et donc la même ritournelle qui est retenue depuis un certain temps par certains hommes politiques qui pensent que c'est seul le dialogue inclusif, encore que je ne sais pas dans quel pays il y a eu un dialogue inclusif qui a terminé une guerre civile. Mais de l'autre côté, il y a le député Peter William Mandio, lui qui est tout simplement qui vent debout, qui s'est levé vent debout contre cette lettre du ministre Le Drian, qui pourtant a été ministre de la Défense et qui connaît très très bien les conflits en Afrique, qui sait ce que c'est que les conflits, par exemple au Mali, au Niger, au Tchad, et en Centrafrique, où pourtant la France a des milliers de militaires, mais où les guerres civiles ne sont pas réglées depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, et où la France n'a jamais imposé ou demandé ou sollicité un dialogue inclusif. Donc le député Peter William Mandio, avec des mots assez durs, certainement des mots sincères, a estimé que cette lettre de monsieur Yves Le Drian est une lettre non seulement condescendante, mais elle traduit cette volonté de la France de toujours vouloir jouer les paternalistes en Afrique pour des problèmes pourtant sérieux et pourtant connus. Parce que Mandio dit très bien que non seulement la France est impliquée, du moins est au courant de la réalité du terrain, mais il s'étonne qu'un ministre comme celui-là qui connaît pourtant, qui est très au fait des questions militaires, prenne un ton aussi badin et aussi paternaliste pour parler justement des problèmes de Grand Nord. Donc il y a une lecture croisée de cette correspondance qui bien évidemment est en train de faire les gorges chaudes dans les réseaux sociaux. Très bien, alors donc la Nouvelle Expression qui est revenue et propose tout un dossier ce matin parlant notamment de la France et le Cameroun. Le SDF et le RDPC dénoncent notamment ce qui se passe, cette attitude de Jean-Yves Le Drian qui est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui joue un double jeu selon notamment le journal ce matin. Alors le journal parle également de Parlement. La Nouvelle Expression parle le règne des vieillards, c'est en page 8, et là le journal Émergence qui dit Assemblée nationale, Sénat, toujours les mêmes. Autant de titres également à lire dans la presse ce matin. Le Messager, pour sa part, parle donc le diktat de l'immobilisme, parlant notamment de Niat et Kavaye Djibril. Dans le numéro de ce matin également, aussi dans le même journal, le journal L'Œil du Sahel qui parle donc de Niat et Kavaye Djibril qui remplit, en tout cas, c'est autant de titres utilisés par les tabloïds pour qualifier un peu ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. C'est le titre star de ce matin. Nos confrères de la Nouvelle Expression n'ont pas voulu faire comme les autres en ne mettant pas ça à la grande une, mais ça vaut toujours son pesant d'or. Et à la Nouvelle Expression, on nous dit que c'est le règne des vieillards. Quelqu'un m'a quotidien le jour dit encore eux. Encore eux, voilà. Toujours les mêmes, je crois, à Émergence. Quelqu'un m'a soufflé tout à l'heure que on peut dire les règnes des vieillards, mais on peut aussi dire que les vieillards sont le fer de lance du Cameroun finalement, avec la réélection du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Non, plus sérieusement, je pense que ça nous confirme que l'élection à la Chambre haute et à la Chambre basse ne tiennent toujours pas des calculs objectifs. C'est plutôt des considérations extrêmement politiques qui militent en faveur de l'élection des présidents de ces chambres. Et vous voyez qu'avant chaque élection, il y a d'abord des grands regroupements avant le vote public lui-même. La plus grande formation politique appelle les députés ou alors les sénateurs en leur donnant des consignes précises afin qu'on n'ait pas une surprise lors du vote. Et avec cette élection, ça s'est déroulé de cette façon-là. Mais ça a quelque chose de positif. Quelque chose de positif parce que le RDPC nous a souvent donné l'impression qu'il y a beaucoup d'indiscipline au sein du parti. Et on l'a quelquefois vu avec, je pense, un seul exemple qui est extrêmement illustratif parfois de l'indiscipline au sein du RDPC, c'est Saint-Éloi Bidoum qui a eu à un moment le courage de s'opposer à la présidence nationale du parti contre M. Biadon. Ça donne parfois l'impression qu'il y a des indisciplinés au sein du RDPC. Cette fois, ça nous donne plutôt l'impression que le RDPC est
discipliné, qu'on respecte l'instruction de la hiérarchie et que lorsque le président national dit écoutez, c'est celui-là qu'il faut voter, tout le monde le respecte. Quand on voit le score, les résultats qui sont issus des urnes, bien évidemment, il y a eu quelques bulletins nuls, mais il y a eu des oui écrasants qui ont fait que ces deux personnes soient une fois de plus réélues. Mais le débat demeure que il y a d'abord la longévité. Pour le premier, celui du président de l'Assemblée nationale, ça fait quand même depuis 29 ans qu'il est au perchoir. Et pour le cas de Gnadi Fendi, je crois que c'est depuis 2013. Depuis 2013, un peu moins que le premier, depuis 2013 qu'il est président du Sénat. Mais l'autre problème également, c'est celui de leur âge. En dehors de celui de la longévité, il y a également leur âge. Le président de l'Assemblée nationale, je crois, il a 81 ans. Il est plus très jeune, bien évidemment, et puis il est affaibli par quelques maladies. Que dirais-je pour M. Gnadi Fendi qui a 86 ans et qui n'est plus tout frais. Donc, il y a ce débat autour de la longévité et de l'âge de ses présidents, mais il va de soi qu'ils ne décident pas de leur sort politique et que lorsque le président national du RDPC dit que c'est eux qui seront encore là, et c'est ce que les députés et les sénateurs appliquent tout simplement. Alors, à un certain niveau, on peut penser qu'il y a le respect de la parole donnée du parti, à un niveau également. À un autre niveau, on estime que ça peut donner comme ça ne peut pas. C'est ce qu'on constate avec certains militants de base qui redoutent parfois de certaines décisions qui sont également prises par la hiérarchie du parti. Mais maintenant, on s'intéresse davantage à ce que l'on constate. Les mêmes personnes sont là, malgré les jérémiades de quelques militants de base aussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la tonalité des journaux ce matin est aigre. Elle est aigre comme s'ils avaient bu le vinaigre hier. C'est comme s'ils avaient mangé le citron. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune joie, il y a plutôt une sorte de frustration et même à la limite de la colère. Bon, il y a beaucoup de ces journaux qui, à travers des titres ces derniers temps, osaient espérer qu'il y aura un changement. Et je vous assure que si hier, on avait débarqué Cavaillé Djibril et Gnadi Fendi, je vous assure que non seulement ça n'aurait pas été la même chose, mais on aurait lu plutôt des cris de joie et de hurrah et toutes sortes de satisfaction, même si quelles que soient les têtes des personnes qui auraient pu être élues à leur place. Mais avec cette réélection, beaucoup dans le public, d'abord commencé par les journaux, ont démontré la frustration. Et je peux même vous dire que même parmi les députés qui ont voté et qui ont respecté la directive venue du comité central, en réalité, on ne peut pas dire que ces députés soient spécialement contents de voir toujours les mêmes têtes, de voir toujours le même président depuis 29 ans, de voir toujours le même président bien qu'abîmé, sérieusement, physiquement, soit là depuis 2013, les mêmes qui en fait n'apportent pas de véritable plus-value dans leurs fonctions, qui sont juste représentés, ils sont présidents, ils sont là pour être là au moment des sessions et pour repartir se soigner ou bien se coucher. Donc il faut dire que cette réélection de ces deux grandes personnalités n'enchante pas tellement les journalistes et encore moins certainement les populations qui attendaient, qui espéraient vraiment autre chose. Bon, maintenant, est-ce qu'au niveau du RDPC, au niveau de la hiérarchie du RDPC, est-ce une bonne stratégie? Ont-ils bien fait de reconduire ces personnes encore pour un an? Parce qu'il faut le dire, ils remplissent, mais ils remplissent pour un an. Parce qu'au mois de mars prochain, il y aura encore une autre élection. Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça démontre la vitalité de ce RDPC qui a vraiment besoin de se requinquer? On est en train de voir toutes les opérations de renouvellement, de soumis et tout ça qui augure la préparation des futures élections. Mais est-ce que peut-on dire qu'avec cette nouvelle élection, cela va motiver les militants de base et même les populations peut-être à voter pour le RDPC? Parce que c'est à partir de faits significatifs comme cela qu'on peut comprendre ou expliquer un éventuellement mécontentement des populations dans les élections. Donc, la réélection de Cavaillé et de Niet, bon, il y en a beaucoup qui attendaient qu'il soit débarqué. C'est le contraire. Qu'il soit débarqué. Mais il y en a encore d'autres
beaucoup plus, qui se disaient que bon, c'est le RDPC, c'est la hiérarchie du RDPC qui décide, et on voit bien que c'est la hiérarchie du RDPC qui a décidé, parce que si on avait donné, il y a beaucoup de personnes qui penchent sur cette hypothèse que si on avait donné la possibilité aux députés de choisir en leur âme et conscience, le résultat n'aurait pas été celui-là. Surtout M. Ndongo, excusez-moi, surtout M. Ndongo, c'était des candidatures uniques. On n'a même pas laissé la chance à d'autres personnes de poser leur candidature. Voilà, il y avait pas de suspense. Ça veut dire qu'aucun député, aucun sénateur n'aspire à être président du Sénat de l'Assemblée nationale. C'est tout de même assez... Et ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Et pourtant, c'est pour cela que cette décision du comité central d'imposer un candidat unique et maintenant de le faire élire par acclamation n'est pas très sain, même pour le RDPC, et n'augure pas de lendemain serein. D'accord. Alors, donc, chaque tabloïd a trouvé un titre pour qualifier ce geste-là, ce qui a été fait soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Le règne des vieillards, ça, c'est la nouvelle expression qui a trouvé, en tout cas, qui propose ainsi. Et aussi, dans d'autres tabloïds, on peut lire la suite ce matin. Alors, Mutation s'intéresse à l'Université de Yaoundé 1 et parle de 400 ordinateurs de Paul Biya introuvables. Le journal précise par la suite qu'il s'agit là de la présidente, donc, du recteur qui dépose une plainte au secrétariat d'État à la Défense. Et là, on constate que la présidente de l'association des étudiants et notamment de la fac Sciences et son vice-président ont été interpellés et pratiquement interpellés pour quelques jours en garde à vue et libérés quelques temps après. Alors, c'est le contre-pied de la floraison de titrail qui est en rapport avec l'élection des deux présidents à la tête de leur chambre. Les mutations nous présentent les ordinateurs que... PB, voilà, Paul Biya, que les étudiants camerounais ont reçu il y a depuis 3 ou 4 ans. Et cette fois-ci, la polémique ne porte pas autour de la qualité même de ces ordinateurs ou alors leur coût. C'est plutôt en rapport avec la distraction ou alors le détournement de ces ordinateurs. Bien avant, on les retrouvait déjà dans le marché alors que c'était destiné aux étudiants. On les retrouvait dans le marché. On le trouve à l'ancien troisième. Voilà, tout à fait. Donc, la polémique et le scandale continuent. La polémique et le scandale continuent cette fois-ci parce qu'on nous apprend qu'un individu aurait distrait plus de 400 ordinateurs. Et pour moi, c'est un scandale de trop. Pour ce projet d'ordinateur Paul Biya, c'est un scandale de trop parce que c'est un don du président de la République destiné aux étudiants. Et comme tout don, il s'agit de l'argent public, un bien social qui appartient aux Camerounais, dont son usage devrait être évidemment contrôlé. Si il est révélé aujourd'hui qu'il y a eu des détournements ou bien des présomptions de détournement, il est tout à fait normal pour le premier responsable de cette unité universitaire de porter plainte contre les présumés responsables. Donc je pense que c'est un acte de bonne gouvernance et apparemment ils ont été relâchés et on ne sait pas à quel niveau se trouve le dossier, mais je pense quand même qu'il était dans son droit de porter plainte contre ces personnes et de leur rappeler que ce don était un don destiné aux étudiants et ce n'était pas destiné plutôt à être détourné ou alors à être vendu sur la place publique. C'est un acte de bonne gouvernance et je salue plutôt cette action qui a été effectuée par le recteur de l'Université de Yaoundé. Alors Camille Nili, des dons, en parlant des ordinateurs, mais le Cameroun devra payer beaucoup d'argent, on a entendu parler. C'est pour ça que je voulais rappeler à Georges Semenke. Aujourd'hui 400 ordinateurs disparus. Je voulais parler à Georges Semenke que cette histoire même de don d'ordinateurs du président de la République, je ne sais pas si c'est le président de la République lui-même qui avait dit que j'ai décidé de donner des ordinateurs, parce que vous savez très bien que cette affaire avait créé des gorges chaudes et avait créé même un certain foie. Vous vous souvenez de cette vidéo lors des vœux il y a quelques années quand le ministre d'État Famille Lobo est venu tendre la main au président de la République. Le président de la République l'a salué d'une manière mécanique pendant qu'il était en train de chercher à s'expliquer par l'affaire d'ordinateur était en train de chauffer dans les réseaux sociaux. Le président de la République avait déjà tendu la main au prochain, c'est-à-dire que ça avait été la risée vous voulez dire qu'il n'était pas intéressé à parler de ça? Il n'était pas du tout content de la gestion de ce dossier. Non seulement de la gestion de ce dossier, mais vous savez très bien que cette affaire de don de ces ordinateurs-là, c'est un énorme crédit, un énorme prêt que le Cameroun a pris auprès de la Chine, et un prêt qui a été même surfacturé, parce que maintenant, quand on a entendu non seulement le prix de ces ordinateurs qu'on nous a donné au départ et la réalité de son utilité et même de ses spécificités, on a compris que ça a été une grosse arnaque. Maintenant, est-ce que vous savez, Flavien Walonogou, que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore fini de distribuer tous ces ordinateurs? Parce que de temps en temps, vous entendez encore que dans l'ordinateur du président de la République, c'était l'université
4 ans après, on n'a pas encore fini de les distribuer. Donc cette affaire de dons, qui vivra verra, mais il est presque certain qu'un jour ou l'autre, on entendra parler de cette histoire-là qui va revenir certainement, parce que ces élèves à qui on offre ces ordinateurs, ou on a l'intention d'offrir ces ordinateurs, c'est eux qui devront les payer dans quelques années, parce qu'ils utilisent des ordinateurs qu'ils n'ont pas demandé, parce que aujourd'hui, même les téléphones portables, un simple smartphone a plus d'utilité que ces ordinateurs. Donc voilà donc une affaire qui est en train, qui émerge, qui éclate parmi toute la cascade de scandales autour de ces ordinateurs, et où on se demande encore comment est-ce que 400 ordinateurs ont pu disparaître. Ces ordinateurs étaient stockés où? Ça avait à quoi? Et pourquoi est-ce qu'ils étaient encore dans des emballages? Et comment ont-ils disparu? Bon, et maintenant, comment certains se retrouvent-ils au marché Gourlon ou à l'ancien 3e? Ils sont vendus à 15 000 francs. Donc, c'est un scandale de plus, mais un scandale, effectivement, qui ne fait pas rire. Mais en réalité, que certains prennent très très au sérieux, qui se disent qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on nous dise qu'on est jusqu'au bout du bout de cette histoire d'ordinateur, de cet ordinateur de Paul Biya. Alors, c'est Mutation qui propose le sujet ce matin, parlant de l'université de Yaoundé 1, 400 ordinateurs de Paul Biya, introuvables, c'est ce que le journal propose. Alors, le quotidien Le Messager est revenu sur un autre sujet aussi qui revient de temps en temps. On parle de l'exploitation du bois, la mafia des agents du ministère de la Forêt et de la Faune, éventrée carrément. Alors, c'est un secteur qui est très important pour l'économie camerounaise parce qu'il représente quand même 3% du produit intérieur brut national. Et la gestion, malheureusement, de ce secteur est sujet quelquefois à controverse, comme l'indiquent nos confrères du Messager aujourd'hui. D'abord, il faut dire que l'État a aménagé les surfaces des forêts du Cameroun en plusieurs parties. Il y a les unités forestières d'aménagement qui ont été concédées à des grandes entreprises afin qu'ils valorisent et exploitent ces forêts. Mais il y a également les forêts communautaires qui sont concédées à des communes ou à des individus à partir de 5 000 hectares, je pense. Mais on se rend compte que dans cet aménagement, dans cette exploitation, bien évidemment, il y a des abus. Et les scandales qui est aujourd'hui révélé par nos confrères du Messager est un scandale de trop, parce que il y a évidemment une mafia dans l'exploitation de ce bois qui est majoritairement envoyée du côté de la Chine, encore la Chine, parce que on ne passe pas par des voies offshore, parfois on passe par des routes où il n'y a pas les eaux et forêts, où il n'y a pas la douane, et on se retrouve directement au port de Douala, et le bois du Cameroun s'expatrie comme ça sans que le trésor public sache exactement où c'est passé. Donc, je crois qu'il est important dans ce cas l'espèce que nos confrères du Messager dévoilent ce scandale de trop, mais seulement il faut que les responsabilités soient dégagées parce que, comme je dis, ça intègre dans le produit intérieur du Cameroun à 3%. Ça nourrit des familles, ça nourrit des opérateurs économiques, ça nourrit des communes dans le cadre de la décentralisation, et qu'on en soit arrivé aujourd'hui à des scandales tels que c'est révélé aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de gouvernance sur lequel on devrait sérieusement se pencher. Alors, Camille, cette fois, il y a un autre sujet, on parle de Douala, où 10 nouveaux cas de choléra ont été découverts. Oui, on en parle et c'est inquiétant parce que 10 cas de choléra, il y a de quoi susciter d'inquiétude. Bon, nous osons seulement espérer que ce sont des cas isolés, mais vous savez aussi les conditions dans lesquelles certaines familles vivent dans certains quartiers délabrés, où les conditions d'accès à l'eau sont tout simplement horribles. Alors maintenant qu'on dénonce 10 cas de choléra, moi je pense que ça devrait faire peur et ça devrait pousser les autorités sanitaires à prendre des mesures extrêmement draconiennes. D'accord, alors c'était un autre sujet. Georges Sémé, lorsqu'on parle de 10 cas, ça fait peur quand même, et surtout dans l'arrondissement de la 4e en partie. On constate simplement qu'il y a l'insalubrité qui continue. Et parce que tout ça, on apprend très souvent et on entend de la bouche de certaines personnes que c'est la maladie de la saleté. Oui, c'est une information qui fait peur. Elle fait peur parce que le contexte aujourd'hui est à la lutte contre la Covid-19 qui nous assomme déjà littéralement. Mais s'il faut rajouter le choléra,
on ne saura vraiment plus à quelle maladie se vouer. Mais la réalité est là, elle est implacable. Le choléra a refait surface. Et vous avez dit que c'est une maladie qu'on qualifie souvent de maladie de la saleté. Et c'est aujourd'hui l'arrondissement de la 4e qui est indexé. Je crois que les autorités sanitaires de notre pays quand même vont prendre des mesures qui s'imposent, comme ça a été le cas avant, parce que ce n'est pas la première fois que le choléra ressurgit. Elles prendront certainement les mesures qu'il faut pour circonscrire d'abord les phénomènes afin qu'ils ne se propagent pas dans les autres arrondissements, mais également que ceux qui sont aujourd'hui frappés par cette maladie soient pris en charge et guéris, comme c'est le cas également avec la COVID-19. Mais on n'avait vraiment pas besoin de ça, parce qu'avec la COVID, on est déjà très occupé. S'il faut ajouter le choléra, je pense qu'on ne sortira pas de l'auberge. Alors, avec ce sujet, en page 6 du journal Le Messager ce matin, juste à côté également, dans le même tabloïd, on parle aussi du vaccin AstraZeneca, donc le veto du conseil scientifique. On le sait, on a entendu parler également et on a évoqué le cas justement de ce conseil scientifique qui devait donner son avis sur le vaccin en question alors qu'ailleurs il est contesté. Ça n'a pas été un veto proprement dit, ça a été plutôt une démarche de prudence. C'est-à-dire que le conseil scientifique demande d'attendre, d'observer un peu et de voir. Le conseil scientifique n'a pas dit non au vaccin, mais on sent très bien qu'il prescrit une certaine prudence et une certaine observation. Mais il faut avouer que la problématique de ce vaccin AstraZeneca est en train de susciter énormément de remous, non seulement à travers l'Europe, mais à travers tous les pays qui sont concernés ou bien qui sont susceptibles de recevoir ce vaccin qui demeure maintenant contesté. Bon, il est vrai maintenant qu'on enregistre une hypermédiatisation de certains médecins maintenant qui sont là pour démontrer que oui, c'est vrai que dans certains cas, on a pu observer des cas de thrombose pulmonaire, c'est-à-dire que des gens qui sont morts de thrombose pulmonaire, mais que les gens morts de thrombose pulmonaire c'est une infime minorité qui n'a rien à voir avec la qualité du vaccin. Mais seulement, il faut toujours pas oublier une chose, c'est que dans la multitude de questions que on peut se poser sur ce vaccin AstraZeneca, c'est que si on vous l'injecte, est-ce que vous êtes protégé contre les virus mutants? Non. Donc ça veut dire que c'est contre seulement le Covid-19. Et maintenant, quand on vous demande, même si vous avez donc, vous êtes donc vacciné, est-ce que cela veut dire que vous ne pouvez pas, vous êtes vraiment immunisé contre le Covid? C'est ça le problème. Or, les gens oublient que le vaccin, c'est le virus qu'on vous inocule. Et pour quelle durée en même temps? Et pour quelle durée? C'est un virus, c'est le virus lui-même qu'on vous inocule, qui est fatigué, qui est là pour préparer votre organisme. Maintenant, ce virus lui-même est en train de cohabiter maintenant avec d'autres virus mutants qui sont beaucoup plus, peut-être même plus agressifs, plus virulents que celui-là. Donc, le débat sur le vaccin est un débat mondial aujourd'hui. Et bon, il y a énormément de pays qui sont en train de faire preuve de beaucoup de prudence. Mais je peux vous assurer qu'à l'observation, on verra que le gouvernement camerounais fait preuve aussi d'une prudence diplomatique. Il n'y a pas de vocifération, mais il est prudent, mais prescrit toujours le respect des mesures barrières qui demeurent la mesure la plus efficace contre ce virus. Georges Simé, nous sortons de l'émission. Juste un mot en 30 secondes. Le comité scientifique a donné ses réserves sur l'usage immédiat de ce vaccin, mais il y a une évolution au niveau de l'Europe parce que l'Agence européenne du médicament a confirmé que c'était un vaccin qui était fiable et la plupart des États qui s'étaient rétractés ont donné l'ordre qu'il soit finalement utilisé à l'endroit de la population. Donc certainement au Cameroun également, le comité scientifique devrait encore se prononcer sur la question avec cette nouvelle évolution que l'on a observée du côté de l'Europe. Mais il ne faut pas oublier que le vaccin c'est une question de décision personnelle, il est volontaire. Hein. Vous pouvez accepter ou refuser. D'accord. Alors on a dit que ce n'est pas obligatoire. De toute façon, c'est un rappel. Merci à vous, chers messieurs, et bon retour à vos différentes rédactions. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas l'opération vendredi soir, malgré la polémique autour du vaccin. Non, mais maintenant, malgré la désertion du président aussi. Non, vendredi soir, c'est maintenant pas vidéoconférence. Chacun gère sa soif à travers l'écran. Merci. Bon week-end à tous et à lundi, 9h20.